toutes et bonjour à tous. On va commencer cette première table ronde. Je voulais dire un petit mot pour excuser deux collègues qui n'ont pas pu venir. Carlos Polos, notre collègue du Luxembourg, et Idriss Abba, notre collègue du Sénégal. On se faisait une joie de les accueillir. Je voulais dire un petit mot par rapport à la non-venue d'Idrissa, qui se faisait une joie de venir avec nous. Idriss Abba est addictologue au Sénégal. Et malheureusement, il a été retenu à la frontière alors qu'il avait un visa et il n'a pas pu venir en Europe. Donc c'est une situation qui est dommageable. Il aurait vraiment aimé être avec nous. Et moi personnellement, je vais au Sénégal dans un mois et on me demande aucun papier, mais je crois que c'est un autre sujet. Donc on va attaquer cette table ronde sur les consommations de drogue dans l'espace public. Donc Camille l'a un peu dit, quand on parle de consommation dans l'espace public, on a l'impression que c'est toujours considéré comme un problème dans les médias, dans les discours politiques. Alors des problèmes, on va en parler, il y en a qui sont réels, mais il y en a d'autres aussi qui sont fantasmés. Et en effet, quand on parle de consommation dans l'espace public, cela renvoie dans les médias, dans les discours politiques, mais aussi dans l'esprit d'une grande partie de la population, à cette figure du drogué avec tous les clichés, tous les sentiments qui vont avec, des sentiments qui sont des sentiments négatifs, le danger, la peur, les nuisances, l'insécurité. Et ça se reflète dans les discours médiatiques où on voit des termes comme cauchemar, fléau, zombie, descente aux enfers. En fait, autant de mots qui stigmatisent une population qui est très visible et que certains aimeraient rendre invisible. Alors depuis les années 80 en Suisse, rendons hommage au pays qui nous accueille, on a des solutions qui ont été trouvées pour limiter les consommations dans l'espace public. Ce sont des solutions de soins, de réduction des risques, de prévention, avec donc les 4 piliers qui intègrent aussi la répression. Donc moi je suis française, bien que corse, pour ceux qui connaissent cette... Et en France, je ne sais pas si vous suivez la situation, mais nous, dans les 4 piliers, on en a retenu un, c'est la répression. Et vraiment, c'est la répression en permanence qui est utilisée pour gérer ces questions de consommation dans l'espace public. Alors bien évidemment, les services de soins, ils sont utiles, ils sont nécessaires, ils sont indispensables. En France, on aimerait tellement en avoir plus. Ils empêchent les personnes de mourir, ils permettent de consommer de manière sécure, ils réduisent les risques, ils créent du lien. Bon, tout ça, on le sait. Mais en fait, ce matin, avec les panélistes ici présents, on souhaitait peut-être aller plus loin dans nos réflexions. Et si on voulait être un petit peu provocateur, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ces services, qui, je le rappelle, sont nécessaires d'un point de vue de la santé, ne peuvent pas ou ne pourraient pas être aussi utilisés pour éloigner les populations, pour les cacher à la vue de tous et pour ne pas montrer ce que l'on ne veut pas voir, c'est-à-dire que les drogues existent et que leur consommation est un comportement humain. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas de banaliser la consommation, mais de se demander si on ne pourrait pas décentrer le débat et se poser la question du point de vue des droits humains, de la liberté individuelle, de l'espace public, au sens où cet espace, il est public, donc il peut être occupé par tout le monde. Et toutes les personnes qui vivent dans le quartier et les personnes qui consomment dans la rue, dans les squats, dans les halls d'immeubles, eh bien, elles vivent dans le quartier aussi. On a organisé cette table ronde en 3 parties. La première, pourquoi des personnes consomment dans l'espace public. Deuxième partie, qu'est-ce qui dérange dans ces consommations? Et troisième partie, est-ce qu'on pourrait imaginer des solutions pour garantir des espaces de vie où chacun peut exister dans cet espace public et pourquoi pas, s'il le désire, continuer à consommer. Alors, je vais demander très rapidement aux intervenants de se présenter. Je les remercie d'être là et ensuite on attaquera avec des questions. Marie, je tous les micros marchent, oui. Bonjour à toutes et tous, je suis Marie-Geoffrey Roustide. Je suis sociologue et politiste à l'INSERM, à Paris, en France. Également membre du conseil scientifique de l'Agence européenne des drogues et ravie d'être là aujourd'hui. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Bonjour, je suis Mélissa, alors usagère de drogue depuis l'âge de 16 ans
Et bon, une douzaine d'années d'usage d'héroïne à l'injection. Et après, je suis passée au crack. Je suis toujours usagère de crack, mais en mode retraité. C'est-à-dire que je suis consciente que ma santé, elle est plus... voilà, j'ai été accompagnée par la RDR pendant des années. Et à un moment, j'ai viré sur le soin. Je pense que... Mais pour ça, il faut avoir des espaces de recul pour pouvoir se rendre compte qu'on n'encaisse plus. Et c'est vrai que des espaces, de l'espace, qui peuvent amener justement aux soins. Voilà. Alors, bonjour, moi je m'appelle Eric Husson, je suis directeur des projets dans une association qui s'appelle le Projet Lama à Bruxelles. Donc on est une association active depuis les années 80, principalement sur des consultations ambulatoires. On était la première institution à proposer des traitements de substitution en Belgique. Aujourd'hui, on a 6 équipes. On a donc des centres de consultation, des équipes mobiles qui interviennent dans le métro, dans les squats. On a des équipes de médiateurs interculturels qui sont en contact avec des publics fragilisés dans différents quartiers de la ville. Et on a aussi des propositions d'accompagnement en logement. Et on va être le partenaire d'ouverture de la 2e salle de consommation à Bruxelles, qui va normalement ouvrir début 25 dans un quartier, donc qui est le quartier Ribeaucourt à Bruxelles, qui est un quartier connu pour voilà, sa scène de consommation assez active depuis de nombreuses années. Je suis très content d'être là. Merci. Merci. Vas-y, rajoute. Ouais, je rajoute. C'est vrai que bon, là, je vous ai donné une première partie et j'ai voulu donner du sens, en fait, à tout ce savoir expérientiel. Et un directeur de XAPA m'a poussé à reprendre mes études. Donc, à 44 ans, j'ai passé un DAUA, équivalence du bac littéraire. Ensuite, j'ai validé des années de bénévolat sur des activités auto en autosupport pour usagers et j'ai fait un DESU, un diplôme d'études supérieures universitaires dans la prévention des conduites à risque. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que toutes ces années pouvaient prendre beaucoup de sens en accompagnant des gens qui n'arrivent pas à se dépatouiller comme moi je me suis dépatouillée. Merci Mélissa pour ce complément. Et tu peux garder le micro parce que je voulais te poser la première question. Donc tu l'as dit, hein, tu as connu les scènes de consommation en France sur plusieurs années. Première question qui peut paraître simple. Pourquoi les gens consomment dans l'espace public et pourquoi toi tu consommais dans l'espace public? Pourquoi les gens consomment dans l'espace public? Déjà, c'est pas un choix. On n'a pas le choix. Il n'y a pas de place, surtout pour une femme. Hein. C'est très compliqué pour une femme, puisque bon, on peut se faire voler notre drogue, donc c'est tout des stratèges en fait de protection qu'on va mettre en place. Moi, j'ai vendu de façon épisodique, je vendais le crack, mais je m'entourais en sorte de ne pas me mettre en danger. Mais c'est vrai que c'est pas un choix. Je veux dire, dès qu'on a les moyens de prendre une chambre d'hôtel, alors c'est pas. C'est pas de la honte, hein. Moi, j'ai jamais eu honte d'être usagère de drogue. Hein. J'en ai jamais eu honte. J'ai jamais été coupable. Je me suis jamais sentie coupable. Mais et puis bon, après, le fait de faire peur, ça peut devenir aussi un mécanisme de défense de faire peur. On sait que vu qu'on a peur du nous, on va nous foutre la paix. C'est bon, c'est une façon de s'emparer de la situation. Mais c'est pas un choix. C'est pas du tout un choix. Je rêve moi d'espace de conso. Voilà, je rêve. Je suis allée à l'espace femmes, j'ai découvert les arts, l'espace de supervision. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est vraiment une réduction des risques d'avoir un espace, puisqu'on peut faire des pauses entre les consommations. Ça ralentit la fréquence de conso. Et parce que si on n'a pas ces moments de repos ou ces moments de... on va vers notre perte, je dirais, au niveau santé, hein. Et mental aussi. Merci. Et donc, en effet, c'était pas un choix.
J'imagine que tu as connu des nombreuses difficultés et des violences et tu as expliqué comment tu trouvais des stratégies pour y faire face. Mais j'imagine aussi que tu avais des bénéfices à te trouver dans ces scènes de consommation. En fait, qu'est-ce que tu y trouvais qui te permettait aussi de tenir, par exemple? Alors, l'histoire d'enfant. Pour moi, l'usage de drogue, ça a été me faire adopter par une famille. Ça a été, enfin, après, c'est vieux, hein, c'est vieux. C'est vrai que ça a été me faire adopter dans une famille, être reconnue. Moi, je côtoyais des gens beaucoup plus âgés que moi. Et donc, j'étais un peu la petite de ce milieu. Il y a une reconnaissance communautaire, parce que bon, je suis métisse antillaise bretonne, donc en fait je suis allée dans le milieu antillais et c'était une construction identitaire, ça a fait partie de ma construction, de ma recherche identitaire, et ça me paraissait faire partie de la culture antillaise de consommer du crack. C'est même grâce à cette rencontre dans le milieu antillais que j'ai arrêté l'injection d'héroïne. Enfin, ça paraît fou, mais c'est vrai qu'on se fait adopter par une famille, on est reconnu, on a une appartenance. Je veux dire, il y a un besoin d'appartenance, il y a un besoin de reconnaissance, une identification, parce que des fois, quand on est arrivé au monde et on n'a pas la sensation que le monde nous prend tel qu'on est. Donc, si on grandit avec ça, on se fait presque une auto-exclusion, on est dans l'auto-exclusion. Mais c'est... Ouais, après, moi, j'ai toujours eu l'impression de faire peur. Hein. Non, mais c'est ça. On me dit, oui, tu peux fréquenter des hommes bien, mais les hommes bien, j'avais peur de leur faire peur. Et j'avais peur de m'ennuyer. L'ennui. Non, mais c'est tout con, hein, j'en reviens de ça, parce que j'ai vieilli, donc maintenant j'ai ralenti, mais avant j'allais tellement vite que quelqu'un qui allait bosser 8 heures par jour, qui rentrait le soir, qui partait, ça me faisait peur. J'avais peur de l'ennui. Alors, je pense que des fois, prendre de la drogue, c'est pas du tout une envie de mourir, c'est une envie de vivre plus. Et justement, par rapport aux différentes scènes de consommation et... Malgré ton jeune âge, tu as évoqué une expérience sur un temps assez long. Est-ce que tu as perçu, toi, une évolution, en fait, dans les scènes, les manières dont les liens se construisent, les types de consommation, les profils, etc. Je pense que le monde va vite, va de plus en plus vite, comme les technologies, comme Internet, tout ça. Le monde va vite. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un appartement il y a un peu plus une quinzaine d'années, j'ai eu un chez moi. Donc, jusqu'à 40 ans, j'en avais pas. Et c'est vrai que quand j'ai fait la visite de l'espace Forceval, donc je sais pas si tout le monde... au nord-est de Paris, Port de la Villette. Oui. Et Port de la scène Villette. de consommation on dit la plus... Enfin, je sais pas, c'est vrai, hein, j'ai entendu ça, j'étais super étonnée. Et la plus grande scène d'usage de crack à ciel ouvert, en fait. C'est pas ça. Je crois que c'est les... Ah, en Europe, ok. En Europe, voilà. Non, mais si, ça interpelle, hein. Ça interpelle. Mais, et en fait, donc, je suis allée la visiter. Moi, j'ai des journalistes qui ont fait appel à moi pour faire l'éclaireuse, en fait. Et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, non, c'est pas une scène, c'est pas que des fumeurs de crack qui étaient là-bas. Il y avait énormément de... C'était plus la précarité, la détresse, c'était plutôt la pauvreté qu'on ressentait que l'usage de crack. Et la migration, bien sûr. Moi, j'ai participé à un groupe de parole avec Ophélia Sharon. C'était le groupe Agora d'usagers de crack. Donc, c'était toutes les semaines des réunions rémunérées. Et en fait, moi, j'y arrive avec plein d'enthousiasme. Et puis, quand j'arrive à cette réunion, je ne vois arriver que des jeunes personnes. Donc, déjà, il y a un décalage. Ensuite, je vois arriver une majeure partie de Guinéens, majeure partie de sans-papiers. Et en fait, sur plusieurs mois, toutes les semaines,
on ne parle pas du crack, en fait, sauf des maltraitances qu'ils peuvent subir par la police. Mais leur problème, il n'était pas là. Il était, on veut des papiers, on veut une maison, on promet qu'on fumera moins si on a une maison. Enfin, il y avait une chose, je me suis sentie plutôt mère aidante voilà. Et puis c'est vrai que moi, mon problème, il n'existait plus en fait quand j'ai été face à ce public. Oui, la population a énormément changé. Et même le deal. Et puis bon, à Paris, si on change de secteur, je veux dire, sur ce qui est Afrique du Nord, ce n'est même plus l'usage du crack, c'est le Lyrica. 85% sur une file active de 1003 usagers, 85% de consommateurs de Lyrica. Alors on appelle le crack la drogue du pauvre. Alors le Lyrica, c'est la drogue de quoi en fait? C'est encore plus pauvre. Et je pense que c'est un marqueur. Merci Mélissa. Toi, Marie, qui a étudié ces espaces de consommation, quelle est ton analyse et voilà, comment tu pourrais nous présenter les choses sur le pourquoi la présence de consommateurs dans l'espace public? Le pourquoi, c'est une grande question. Enfin, moi, dans les recherches scientifiques que je mène depuis 30 ans maintenant, en fait, ce que je vois fait complètement écho à ce que vient de nous dire Mélissa. Tout d'abord, en fait, on a actuellement en France, mais je sais que c'est le cas également au Canada, un discours d'attaque, de backlash sur la réduction des risques qui vise à culpabiliser les consommateurs, à indiquer que s'ils sont dans la rue et qu'ils consomment dans la rue, ils gênent effectivement la population, mais on oublie souvent de dire ce que tu as dit très justement, c'est le fait que la consommation dans l'espace public, c'est pas un choix en fait. Les usagers qui sont visibles dans l'espace public souhaiteraient être invisibles et ils souhaiteraient bénéficier d'intimité pour pouvoir consommer dans de meilleures conditions. Et donc, en fait, ce qui se cache donc, derrière cette visibilité de l'usage dans l'espace public, c'est effectivement des questions de pauvreté, des questions de migration, de personnes qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de droit pour pouvoir travailler, qui n'ont pas de droit pour pouvoir avoir accès à un logement, à des vies dignes. Et donc, ça renvoie au fait que, effectivement, toutes les vies ne sont pas considérées comme ayant la même valeur, malheureusement. En fait, moi, ce que je vois aussi dans mes travaux, et d'autres l'ont étudié aussi dans d'autres pays, c'est que en fait, les politiques de répression, elles créent ces scènes ouvertes et elles les déplacent, elles les disséminent en chassant les usagers, en les obligeant à consommer dans les interstices. Les usagers se cachent de la police pour ne pas être arrêtés. Mais on parle beaucoup dans les médias en France d'irresponsabilité des consommateurs. Et moi, dans les entretiens que j'ai pu mener, j'ai senti beaucoup de responsabilité à l'inverse sur la question de l'usage dans l'espace public, avec la volonté de se cacher pour ne pas choquer, une attention particulière également aux riverains, aux enfants. Ça, c'est quelque chose qui ressortait dans tous les entretiens, c'est-à-dire des usagers qui parfois injectent dans l'espace public ou consomment du crack dans l'espace public et voient une famille avec des enfants qui passent à ce moment-là et un sentiment de culpabilité. Donc en fait, il y a beaucoup de culpabilité pour ces usagers qui consomment dans l'espace public à être visibles. Et donc c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas besoin de discours actuels tel qu'on l'entend, nous, de la part de notre ministre de l'Intérieur, en disant il faut culpabiliser les usagers de drogue. Ce sont eux qui sont la cause du narcotrafic, de la violence liée au trafic. Donc, moi, ces scènes ouvertes, je les explique déjà par défaut, en fait, parce qu'il n'y a pas de politique volontariste sur la question du logement, de l'inclusion sociale, des personnes qui consomment des substances, et puis également créées par la répression et par des moyens qui vont être mis plus sur effectivement les forces de police, chasser les usagers,
les stigmatiser plutôt que leur faire une place, en fait, leur faire une place et leur donner la possibilité de pouvoir, comme tu le dis, avoir une maison, avoir une famille. Moi, dans les entretiens que je mène avec des personnes qui consomment du crack, les besoins sont simples, hein, souvent. Moi, je veux une vie toute simple, je veux un chien, une maison, une famille, pouvoir me poser devant la télévision. Donc des choses assez simples. Mais un autre élément aussi, je trouve, qui est important à mettre dans notre discussion, c'est le fait qu'en fait, il y a des personnes aussi qui consomment parce qu'elles vivent dans l'espace public. Et donc, la consommation non régulée, elle est liée à la précarité également. C'est-à-dire que essayez de vous imaginer, essayons de nous imaginer vivre même quelques jours dans la rue, on se mettrait tous à consommer à minima de l'alcool et ensuite tout ce qui serait à notre disposition parce que la vie dans la rue crée des conditions de vie tellement indignes que pour supporter cette vie dans la rue, la consommation est une aide à supporter ces vies indignes. Donc en fait, cette visibilité de la consommation, elle est créée également par des éléments extérieurs à l'usage de drogue, comme la précarité, la pauvreté, et l'absence de droits et l'absence d'attention également de la part des pouvoirs publics. Merci Marie, et merci à toutes les deux d'avoir vraiment mis l'accent sur le fait que... le lien entre visible et invisible et le fait que les populations visibles ont parfois envie de se rendre invisibles. La police, l'État veut souvent aussi les rendre invisibles, mais pourtant, ces personnes sont dans l'espace public et on en entend parler, pour revenir à l'introduction, de manière particulièrement négative. Donc, Eric, je voulais te poser cette première question sur qu'est-ce qui dérange, en fait, dans la consommation dans l'espace public, selon toi, avec ton expérience à Bruxelles, où on a une attention, c'est ce que tu m'avais expliqué, médiatique très importante, des déplacements policiers fréquents, avec donc une ville très marquée par les trafics et les violences qui y sont liées. Ouais. Donc, je vais essayer d'expliquer des éléments de la réalité bruxelloise. Donc, visibilité, invisibilité. Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que les eaux usées de la ville de Bruxelles nous montrent que le Bruxellois aime de manière invisible la cocaïne, puisque c'est la 6e ville en Europe avec le plus haut taux de métabolite de cocaïne dans les eaux usées. Donc la classe moyenne consomme de manière invisible, tandis que l'attention médiatique est portée finalement sur une minorité de consommateurs qui sont exposés à des risques sociaux, à la précarité, à la vie en rue. Donc ça, c'est un élément que j'aime bien rappeler, c'est que la majorité de la consommation de drogue, elle est invisible en fait. Elle est visible par la chimie, mais pas par les médias. Donc on a une ville, donc Bruxelles, c'est une ville qui est une ville où il y a 30% de la population qui vit dans un risque de pauvreté. Donc c'est quand même une ville pauvre, très dualisée, donc entre un nord plus pauvre et un sud plus riche. C'est une ville où il y a 1 200 000 habitants et qui a 19 communes, 19 municipalités, et on dit que la 20e commune, la 20e municipalité, c'est la commune des sans-papiers, puisqu'on dit qu'il y a entre 50 et 100 000 personnes qui vivent sans titre de séjour en région bruxelloise. C'est aussi une ville et un État belge qui est condamné depuis des années, des centaines de fois, pour le non-accueil des personnes en situation d'exil. Donc les hommes seuls sont laissés en errance, on n'accueille que les familles, et donc on a des groupes de population, des Syriens, des Palestiniens, des gens qui viennent de pays en guerre, multi-traumatisés parce qu'ils ont vécu dans le pays en guerre, mais aussi par le parcours migratoire, qui sont laissés à l'abandon, et donc qui sont vraiment à risque de surenchère de problèmes de santé mentale ou à risque de consommation d'alcool, de médicaments. Tu parlais du Lyrica, oui, c'est un médicament qui est très consommé aujourd'hui dans les populations précarisées, et il y a parfois des glissements vers des consommations de crack ou de cocaïne. Alors, il y a aussi une visibilité très forte en région bruxelloise ces 5 dernières années de la violence liée au trafic. Donc on a
on a une violence, on a des meurtres, on a des rapts, on a toute une série de violences dans des quartiers où le trafic de cannabis et le trafic de cocaïne est hyper présent, hyper actif, et qui signe vraiment l'échec des politiques prohibitionnistes à tous les niveaux, en rappelant que la Belgique accueille le port d'Anvers, comme vous dites en France, qui est la porte d'entrée de la cocaïne en Europe. Et qui fait qu'on a une disponibilité de la cocaïne à 40, 50 euros le gramme. C'est très facile d'accès, très disponible. Et donc, cette violence, elle attire évidemment l'attention politique, l'attention médiatique, et à juste titre, hein, parce que donc il y a vraiment une situation où l'été dernier, toutes les semaines, il y avait des tirs à la Kalachnikov dans certains quartiers de la ville. Et donc, il y a toute une attention politique, une attention médiatique sur cette situation, si bien qu'on a eu ces 2 dernières années, des politiques de type hotspot. Donc, on cible des quartiers dans la ville où on a une présence policière plus forte, avec des éléments au tout début de cette présence policière très contre-productifs. Donc notre fédération a interpellé les pouvoirs publics en disant que ça n'allait pas du tout que les policiers saisissent le matériel de consommation ou saisissent les médicaments. Et donc on a dû réagir là-dessus. On a eu des effets aussi de déplacement de personnes qui étaient dans l'espace public vers d'autres quartiers. Ces déplacements créent des tensions parce qu'ils arrivent dans des zones où ils ne connaissent pas le fonctionnement urbain de ce nouvel espace. Ils doivent se l'apprivoiser. Il y a des résistances liées à des quartiers qui n'ont pas envie de voir arriver des personnes comme ça sur l'espace public. Donc ça a créé plein de tensions. Ce qui dérange finalement, c'est dans une ville ou dans les villes, c'est tout ce qui est lié au statique. Donc les villes, c'est fait de flux, de mouvements. Tout ce qui est immobile est suspect. D'ailleurs, on a des villes, moi j'appelle ça le développement néolibéral des villes, où les villes se dotent de grilles, de bancs cloutés, de caméras de surveillance, d'espaces panoptiques où tout est fait pour être finalement visible et tout est fait pour être visuel, et où tout ce qui va stationner plus d'une demi-heure va faire l'objet d'attention. Donc on a des villes qui se construisent aussi plus du tout dans une logique de convivialité ou d'hospitalité, mais plutôt dans des logiques de contrôle, de surveillance, de mouvement et de mouvement sécurisé. Et donc, ce qui a en fait été aussi un appel à nous en tant qu'association, c'est la situation dans les métros bruxellois, où il y a eu un décompte en décembre 2022, où il y avait 200 personnes qui dormaient dans les métros. Et donc ça a été, il y a eu une parution de ce chiffre dans les médias, et assez vite, on nous a demandé de monter des dispositifs pour faire du lien avec ces personnes, aller voir qui elles étaient, et en fait, il y avait un mélange de personnes qui étaient des usagers de drogue, des usagères de drogue, mais aussi des personnes, des travailleurs roumains qui n'avaient pas d'hôtel, qui dormaient dans le métro, des gens en demande d'asile qui étaient complètement perdus. Donc une mixité de public en détresse. Donc nous, on a monté une équipe avec différents partenaires, avec Transit, avec Diogène, qui sont des acteurs du champ des addictions, mais des acteurs aussi du champ du sans-abrisme. Et on a été au contact, à la rencontre de ces personnes. Certains, on les connaissait, d'autres, on ne les connaissait pas. Et on a commencé à travailler à des accompagnements vers des sorties de rue, des sorties de station, avec toutes les limites qui sont aussi posées par un État social qui se défait un peu partout. Il n'y a plus de structure. Donc à Bruxelles, il y a plus de gens qui dorment en squat que dans les services de type SAMU social ou maison d'accueil. Donc, si bien que la région bruxelloise chez nous encadre ces squats en les nommant occupations temporaires, ce qui est intéressant parce que ça propose un autre type d'accompagnement, mais ça montre combien aussi on est aux limites de ce qu'on peut proposer en termes de réinclusion. Donc, on avait demandé pour ce projet un financement pour des nuitées d'hôtel, parce que voilà, on s'était inspiré du modèle Açores
à Paris en se disant tiens, c'est intéressant. Donc nous, on bookait des hôtels sur booking.com et on trouvait des hôtels privés où on accompagnait, on allait rencontrer les usagers là ensuite pour pouvoir les reloger ou essayer de construire des solutions, mais chaque fois avec des bouts de ficelle. Donc je dirais que ce qui dérange, c'est ces différents éléments-là. C'est l'immobilité, le fait qu'il n'y ait pas de mouvement, pas de flux. Et c'est ça qui dérange en fait. Mais ça met aussi le doigt sur un système qui est à bout de souffle, tant en termes d'accueil, d'hébergement et de resocialisation qu'en termes de régulation des drogues. On est au bout et on croit encore à coups de sanctions administratives ou de commissaires spéciaux. Comme chez nous, on en a une qui vient d'arriver. On va arriver à juguler quelque chose. On a quand même eu un ministre fédéral qui a été menacé d'enlèvement et mis sous protection il y a 1 an. Donc on montre... Il faut vraiment inventer autre chose de ce côté-là et il ne faut plus traîner. Merci. Du coup, toi, Marie, sur les motifs derrière les protestations, j'aimerais bien, si tu peux, que tu insistes sur les représentations et les colères, alors peut-être exagérées ou pas, des riverains, des scènes de consommation, des salles de consommation, de la salle en France, enfin à Paris en tout cas, ou à Strasbourg, parce que nous n'en avons que 2. Mais voilà, qu'est-ce que les riverains, les habitants du quartier ne veulent pas voir dans ces autres habitants du quartier que sont les consommateurs? Alors, juste, merci Marie pour cette question. Juste quelques éléments de contexte pour dire d'où je parle et d'où je vais répondre sur cette question-là. Donc, déjà, il faut savoir qu'en France, on a mis en place des salles de consommation à moindre risque 30 ans après les Suisses quand même. 1986 en Suisse à Berne, 2016 à Paris et à Strasbourg en France. Donc, en fait, on était très en retard et donc il y a eu beaucoup de controverses, de débats autour de la mise en place de cette salle. Et donc la MILDECA, qui est un organisme interministériel qui s'occupe de la question des drogues en France, a commandité à l'INSERM, mon institution, une évaluation de l'expérimentation de ces salles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement il a fallu 30 ans pour mettre en place des salles de consommation en France, mais elles ont un statut expérimental, contrairement à d'autres pays. Et donc, moi, dans le cadre de cette évaluation, j'ai été amenée à m'occuper de la partie acceptabilité sociale et analyse de la controverse. Et donc, j'ai réalisé une centaine d'entretiens avec des riverains, des policiers, et également des personnes usagères de drogue. Une partie de mon équipe a travaillé aussi sur la partie usagers de drogue. Moi, je me suis vraiment centrée sur la partie riverain. Donc, en fait, la première chose que je veux dire, c'est que déjà, il y a un décalage entre ce qui nous est montré dans les médias, parce que nous, on a fait une analyse médiatique aussi de la controverse sur les 30 dernières années, de la parole des riverains et la parole des riverains qu'on recueille dans le huis clos de l'entretien sociologique. Déjà, dans les médias, il y a vraiment dans les médias français une mise en scène de l'opposition et de la contestation des riverains. C'est-à-dire que la parole dans les médias n'est donnée qu'aux riverains qui sont en opposition à la salle. Il y a vraiment une mise en scène. C'est-à-dire que moi, je sais quand je suis interrogée par des journalistes sur la question de l'évaluation de la salle et que je donne différents noms d'associations de riverains, ce qu'ils souhaitent, c'est ceux qui sont en opposition. C'est ceux-là, effectivement, qui sont vraiment mis en avant. Donc, il y a une visibilité très forte de quelques collectifs de riverains qui sont peu nombreux, qui sont opposés à la salle. Là, j'ai assisté récemment à une réunion organisée par la mairie de Paris. C'était très intéressant. Il y avait 4 collectifs de riverains. Sur les 4 collectifs de riverains qui étaient présents, il y en avait un qui continuait à être effectivement dans une opposition. Les 3 autres étaient vraiment dans des discours depuis que la salle a été mise en place, notre quotidien s'est amélioré. Ce qui n'était pas obligatoirement le cas au début, puisqu'au début, il y avait un certain nombre de craintes de la part de plusieurs de ces collectifs. Alors, donc ça, c'est déjà un élément très important. Les discours sont beaucoup plus mesurés quand on
les obtient dans le cadre de l'entretien, enfin quand il y a un entretien qui se fait, un entretien sociologique que dans les médias. Autre chose que je voulais dire aussi sur cette question-là, c'est qu'en fait, dans les médias, il y a une invisibilité de la parole des usagers. Les usagers sont interrogés 5 fois moins que les riverains dans la presse. On a fait une analyse de 1750 articles depuis 1986. Et donc, en fait, voilà, ils sont 5 fois moins interrogés. Et en plus, quand ils sont interrogés, la moitié des témoignages viennent d'usagers de l'étranger. Donc, ça veut dire que les usagers qui vivent en France sont 10 fois moins interrogés que les riverains. On leur donne effectivement beaucoup moins la parole. Alors, qu'est-ce qui est dit par les riverains ? D'abord, il ne faut pas nier, tu l'as fait, Eric, hein, la réalité des difficultés. Hein. Tu as parlé de la question de la violence liée au trafic. Cette violence, elle existe. Les troubles à l'ordre public liés à l'usage de drogue dans l'espace public, ils existent. Et donc, en fait, ils existent parce que ça peut donner lieu à des bagarres, ça peut donner lieu à de la violence, ça peut donner lieu à des seringues qui sont abandonnées dans l'espace public. Et ça fait effectivement peur aux riverains et on peut tout à fait l'entendre. Mais par contre, le problème, c'est qu'il y a une instrumentalisation de cette question. Et donc, moi, dans les entretiens que j'ai pu mener avec les riverains qui étaient en opposition, ce qui était très intéressant, c'est que ce qui ressortait, ils ne parlaient pas d'usage de drogue, en fait. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlaient de pauvreté, de migration, de vendeurs à la sauvette, de tout un tas de questions qui n'étaient pas en lien direct avec l'usage de drogue. C'est-à-dire qu'ils me parlaient des personnes, effectivement, qui voyaient autour du métro. Et donc, je leur disais, mais comment vous repérez que ce sont des usagers de drogue ? Ah, ben ça, je ne sais pas. Donc, en fait, ou alors, c'était, ils sont maigres, ou alors, ils ne parlent pas français. Ah, donc... on voyait qu'en tout cas, la question des drogues, au bout du compte, elle était toujours secondaire, en fait. Et donc, dans les discours, en tout cas, d'opposition d'une partie des riverains. Et donc, en fait, ce que ces riverains qui étaient en opposition dénonçaient dans leur discours, c'était le sentiment, eux, d'être abandonnés par l'État, de vivre dans un quartier relégué, un quartier qui avait évolué, enfin, qu'ils voyaient évoluer, le sentiment de ne pas être écoutés. Et en fait, ils parlaient très peu de drogue, au bout du compte, dans leur discours. Et donc, ce qu'ils demandaient, c'est d'avoir une vraie politique de la ville, en fait. Et donc, on parle beaucoup de responsabilité des usagers, culpabiliser les usagers, mais en tout cas, le gouvernement parle très peu de sa responsabilité, qui est de mettre en place une vraie politique de la ville, qui permette des politiques d'hébergement, des politiques d'inclusion sociale, qui puissent permettre une meilleure cohabitation. Alors, il y a un élément aussi très important, moi qui m'avait beaucoup étonné dans les discours de riverains opposés, c'est qu'en fait, pour une partie d'entre eux, ils ont imaginé que quand la salle allait ouvrir, les usagers allaient disparaître, qu'ils allaient devenir complètement invisibles. Et donc, en fait, il y avait vraiment une attente pour une partie des riverains de produire de l'invisibilité. Et donc, de penser qu'ils allaient rentrer dans la salle, ils allaient être enfermés, donc ça renvoie au contrôle social, et qu'on n'allait plus les voir. Donc, vraiment une difficulté à cohabiter. Et qui est aussi en lien avec un élément dont parlent beaucoup moins les médias, mais moi qui ressortais beaucoup dans les entretiens, c'est la crainte de la dévaluation des biens immobiliers. Parce que parmi les riverains qui étaient opposés à ces salles, il y avait beaucoup de propriétaires et donc qui craignaient la baisse de leurs biens immobiliers. Donc nous, dans le cadre de l'étude, on a regardé l'évolution du prix de l'immobilier autour de la salle et en comparant au reste du 10e arrondissement, et on a montré que non seulement les prix ne baissaient pas, mais que c'était un coin où ils avaient un tout petit peu plus augmenté que dans d'autres coins du 10e arrondissement. Donc cette crainte de dévaluation, elle n'avait pas eu lieu, en tout cas au moment où on a fait l'évaluation. Et il y a des études qui ont été faites dans d'autres contextes au Canada et qui ont montré les mêmes choses. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière ces discours d'opposition, c'était autre chose que la drogue, c'était une difficulté à vivre avec des publics précaires, à vivre avec des publics racisés, et donc une instrumentalisation du débat ensuite qui est faite par le politique. Et dernier élément, ce que je voulais, il y a deux petits éléments que je voulais dire aussi, c'est que dans les entretiens que j'ai menés, beaucoup de riverains qui étaient très favorables à la salle et qui, là, demandaient aussi une intervention de l'État, mais une intervention de l'État dans un souci humanitaire, c'est-à-dire pour
qu'il y ait une prise en charge des usagers, donc des riverains qui étaient aussi très sensibles au fait qu'il y ait une prise en charge des usagers. Et le dernier point, c'est la question de la violence. On parle beaucoup de la violence liée au trafic. Elle existe, mais complètement. Il y a de la violence aussi liée aux scènes de consommation à moindre risque qui sont difficiles à voir pour les riverains, mais elles sont surtout difficiles à vivre pour les usagers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de violence envers les usagers dans les discours de politique qui sont extrêmement stigmatisants. Il y a beaucoup de violence aussi qui s'exerce aujourd'hui vis-à-vis des professionnels que vous êtes, de réduction des risques, de prise en charge, avec des débats sur une mauvaise utilisation des fonds publics, avec des discours parfois très violents qui mettent en cause le travail des professionnels en disant vous mettez en place des dispositifs de réduction des risques pour pousser les usagers à consommer, pour les entretenir dans leur consommation. Il y a un article là, qui est paru dans le Figaro récemment, une interview d'un ancien responsable de centre de réduction des risques qui pointe cette responsabilité des acteurs de réduction des risques à entretenir la consommation. Ce sont des discours qui sont complètement décalés avec la réalité de terrain et avec la réalité scientifique. Oui, et des discours, comme tu l'as dit aussi, qui stigmatisent et qui entretiennent ce regard qui est porté sur les personnes utilisatrices de drogue. Justement, ce regard des autres, cette stigmatisation. Mélissa, toi, du coup, comment tu l'as... Enfin, est-ce que tu l'as ressenti? Comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce qui était le plus compliqué? La stigmatisation, j'en ai fait une casquette. Voilà, je suis ancienne travailleuse du sexe, j'ai été incarcérée, j'ai usagère de drogue. Enfin, je veux dire, j'ai eu un moment, c'est moi et mon histoire, et j'assume en fait. J'assume la stigmatisation, c'est une connerie. Hein, moi, j'ai un chien de catégorie 1, un American Staff. Et en fait, la rencontre avec ce chien, elle m'a montré comment médiatiquement on peut démolir un public. Alors, bon, voilà, les usagers de drogue. Je veux dire, je fais ce que je veux avec mon corps, je fais ce que je veux. Enfin, c'est mes choix. Et je suis arrivée à ces choix-là pas pour rien. Je dirais que les gens qui ont... Enfin, je pense que c'est la peur qui fait la stigmatisation. Et c'est pour ça que moi, je viens en public, je viens détendre. J'ai donné des cours de sport pendant 3 ans au Parc Montsouris. Et en fait, au début, je suis venue avec une posture de coach sportif, voilà. Et petit à petit, ma langue s'est déliée, comme j'ai beaucoup de facilité à ça. Et en fait, à un public des femmes d'un milieu plutôt aisé, toutes des cadres. Voilà, voilà. Et comment dire, j'ai commencé à leur raconter ma vie. Et en fait, ces femmes m'ont dit, quand je les ai quittées, là, comme j'ai quitté Paris, elles m'ont remercié 1000 fois de leur avoir parlé de mon passé, et qu'en plus même une insuffisance respiratoire que j'avais dépassé ça en allant passer mon diplôme d'éducateur sportif. Mais c'est vrai que la stigmatisation, ça n'aide pas en fait. C'est pas de l'aide, c'est de la bêtise. Pour moi, c'est de la bêtise. On a toujours peur de ce qui est différent de nous. Moi, je sais que je bois pas d'alcool. Moi, ce dont j'avais peur dehors, et ce que je voyais, les choses qui montaient en flammes, c'était souvent avec des contextes d'alcoolisation un peu trop élevés, et puis des colères qui sont au fond et qui sortent à ce moment-là. Mais j'ai presque plus peur, moi, des substances légales que des substances illégales. Au moins, quand je prends du crack ou de l'héro, je sais que c'est illégal, et j'aménage les choses en sorte de ne pas avoir de problème avec la police. Mais je veux dire, quand je vois les médications... je connais des gens qui ont deux ordonnances, en fait. On les aide à se sortir mais ils sont chargés de médicaments. Bon, voilà, ou l'alcool. Moi, j'ai peur de l'alcool. J'ai peur de l'alcool. Pas au milieu de vous, hein, mais dans d'autres contextes. Et justement, sur cette stigmatisation, est-ce que ça t'a été préjudiciable dans une vie plus institutionnelle, par exemple, et notamment quand tu as recherché du soin, par rapport aux soins que tu voulais à un moment? Oui, ouais, je ne m'attendais pas à ça.
Ça, c'était surprenant. Je suis pas surprise, moi, de faire peur. Ou je suis conditionnée même à ça. Et c'est vrai que j'ai accédé aux soins. J'ai été hospitalisée à la clinique Montevideo, à Boulogne-Billancourt. Et pourtant, une ancienne clinique d'artistes. Mais des artistes, ils ont un statut. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée, ouais, tu arrives là en soins. Enfin, on était sur une table. Chacun disait un peu pourquoi il était là. Et puis bon, j'entends alcool, alcool, alcool. Cannabis, il y avait cannabis. Il y avait même 3 MMC. Et moi, quand j'ai sorti crack, là, j'ai senti un sursaut parce que le mot en lui-même est agressif, j'avoue. J'avoue que crack, voilà, rien que c'est voilà. Mais c'est vrai que c'est moins doux qu'alcool ou héroïne. Non, mais c'est vrai que j'ai vu que et là, je me suis encore sentie discriminée dans les discriminés. Et là, après, quand ils ont vu à quel point j'étais sportive, là, c'est vrai que ça, je pense que je les ai fait se remettre en question, parce que je m'entraînais 1 heure tous les matins, plus j'allais à tous les cours proposés, et j'étais bonne. Donc, je suis bonne en sport, toujours. Mais oui, c'est surprenant. Et c'est vrai que y a pas beaucoup de place pour des gens qui sont usagers de crack. Il y a beaucoup d'alcool, en fait. Non, mais c'est une réalité, hein, mais je l'ai vu, je l'ai constaté en direct. Après, c'est vrai que de par mes études, j'ai appris que c'était la substance qui causait quand même le plus de problèmes. Et c'est bizarre, en fait. Ça paraît très bizarre. Pourquoi on fait un focus sur une minorité alors que le problème, il est quand même plus vaste ailleurs? Oui, et on a en effet... Enfin, tu évoques le problème. Donc, quand on parle de problème, on essaye de chercher des solutions. On a parlé du logement, sortir de la discrimination pour l'accès aux soins. Toi, qu'est-ce que tu imagines comme solution pour justement que tout le monde puisse vivre ensemble dans l'espace public sans stigmatiser une catégorie de personnes, celles qui consomment des drogues dans cet espace? Une forme d'intégration déjà, que moi j'ai des papiers, mais pourtant des fois j'ai l'impression que j'en ai pas. Mais alors l'accompagnement, après je pense que quand on s'est enfermé comme ça dans une communauté d'usagers ou même une communauté de nationalité, enfin je sais plus, voilà. Donc quand on s'est enfermé comme ça, qu'on a créé des liens qui ont été peut-être plus toxiques qu'autre chose, il faut qu'on puisse, faut qu'on puisse créer d'autres liens. Je pense que l'addiction, il y a c'est une maladie du lien. La maladie du lien, on dit la maladie, alors ça c'est en structure de soins, maladie du lien, maladie des émotions. C'est vrai qu'il faut retravailler tout ça, il faut être accompagné. Moi, ça fait 14 ans que j'ai un psycho toutes les semaines. On a besoin de parler, on a besoin d'étayer. Je veux dire, on a vécu à 100 à l'heure. Il faut détendre ces années à fond les ballons. Il faut les détendre et puis il faut comprendre pourquoi on s'est jeté à corps perdu dans ce mode de vie. Enfin, j'ai aucun regret, hein. Moi, j'ai vécu des choses merveilleuses. Mais ouais, voilà, je n'en aurais plus l'énergie aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment, à un certain âge, il y a une réelle atteinte à la santé. Il y a une réelle atteinte à la santé. Moi, j'ai traité une hépatite C, je suis séropositive, j'ai perdu quasiment toutes mes dents, j'ai eu un pneumothorax qui fait que j'ai les 2 petits lobes de poumon qui sont toujours pas fonctionnels. À un moment, le soin, il devient, de mon point de vue, il devient incontournable. Il devient incontournable. Et c'est vrai qu'il faut un accompagnement. Et c'est bon, là, j'ai intégré un parcours de père aidant avec Sharon Opelia. Je suis en pleine réflexion dans ce truc de père aidant, parce que bon, il y a la mise en danger du père aidant, moi, qui me travaille énormément. Donc, je pense qu'il faut que ceux qui veulent être père aidant soient dans la création vraiment de ce qu'ils vont faire, que ce soit eux qui imposent ce qu'ils vont faire et qu'ils ne soient pas manipulés par des structures avec des idéologies, des fois qui me dépassent moi-même.
Voilà. Mais il faut un accompagnement divers, un travail de fond sur la personne. Merci Mélissa. Et tu as parlé à juste titre du lien. Éric, je voudrais qu'on revienne sur les exemples du métro dont tu as parlé. Et quand on avait échangé avant cette table ronde, tu m'avais raconté un exemple que j'ai trouvé intéressant et que tu pourras aborder ici d'un maire ou d'un bourgmestre qui avait réfléchi à la création d'espaces pour peut-être pouvoir consommer dans le métro, c'est ça? Je vais trop loin? Oui, quand même. Bon, en gros, donc c'est une station de métro qui est dans le sud de Bruxelles, qui était une station de métro plutôt tranquille, où en fait il y a pas mal d'usagers qui sont venus se réfugier là des violences du centre et de certains quartiers. Et en fait, voilà, au fil du temps, il y a eu de plus en plus de monde, et cette station a commencé à être un lieu de stationnement, de consommation, de socialisation de personnes, mais qui ne prenaient pas le métro, qui restaient là, qui dormaient là. Ça a évidemment attiré l'attention des équipes de prévention, des pouvoirs publics, et il y a eu tout un temps de réflexion sur cette station de métro. Alors, à un moment donné, le bourgmestre de cette commune a eu une fulgurance, donc il a pris un arrêté de police dans lequel il a donc il y a, je pense, 6 entrées à la station de métro, et il a interdit le stationnement et la consommation dans 4 des 6 entrées. Donc il n'a pas autorisé, en fait il a rendu visible l'interdiction, mais invisible les zones de tolérance, et il a motivé ça en disant voilà, que la réponse devait être proportionnée, qu'il fallait tenir compte de la vulnérabilité des personnes, qu'il fallait activer les services sociaux, qu'il fallait construire des solutions de type hébergement en surface. Et il a même, dans je dirais un article de presse, évoqué l'idée d'amener des stéribox aux personnes pour protéger les consommations ou sécuriser les consommations. Donc c'est une réponse qui est originale, mais qui est imparfaite, parce qu'en fait il a décidé ça avec un arrêté de police. Il n'y a pas eu de concertation véritablement avec les riverains, ni avec la société de transport, ni avec les usagers, en fait, ils n'ont pas été concertés, associés. On n'a pas réfléchi avec eux à ce qu'on pourrait imaginer collectivement. Et donc ça montre combien, sur des situations comme celle-là, c'est important d'essayer de créer les conditions d'un dialogue entre toutes les parties pour essayer de construire des solutions de société et de voir dans quelle mesure on peut aménager les choses. Donc il y a un espace, moi je pense, possible de négociation, d'ajustement à la marge, où on peut essayer de construire des solutions. En tout cas, à Bruxelles, en Belgique, c'est comme ça. Et justement, sur des exemples de solutions, donc si on reste sous terre, ouais. Toi, avec ton équipe, vous avez des activités Oui, donc en fait, quand on a monté cette équipe, on s'est dit on doit travailler avec les usagers, on doit travailler avec le réseau, mais on doit aussi travailler avec le contexte. Donc notre idée, c'était de dire on doit avoir des contacts réguliers avec les commerçants, les buralistes qui sont dans les stations, avec les chaînes de restaurants rapides qui sont dans les stations, et on doit pouvoir humaniser les personnes qui sont dans les stations, les personnes sans abri, les consommateurs. Donc quand on fait un entretien avec un usager, on va prendre un café dans le Panos ou dans le petit café qu'il y a dans la station. Et on essaye de montrer qu'il y a un lien, qu'il y a une attention, qu'il y a une bienveillance à laquelle nous, on est attentifs. Et donc, ce qu'on fait aussi, c'est que on ne se contente pas d'accompagner ces personnes uniquement dans une sphère, on va dire, de professionnels du bas seuil. On va aussi responsabiliser la première ligne de soins, les maisons médicales, les centres sociaux, les centres de santé mentale qui sont autour, en leur disant, écoutez, dans la station, il y a des personnes sur votre territoire d'intervention qui ont besoin d'aide. Comment est-ce qu'on peut ensemble leur venir en aide? Est-ce qu'ils peuvent venir s'inscrire à votre consultation médicale? Est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement psychologique à proximité? Donc de vraiment
responsabiliser les acteurs de surface à la situation des gens qui sont en situation de fragilité sur le territoire, quoi. Donc voilà, on essaye de faire bouger les lignes comme ça. Pareil, quand il y a des squats, on organise des concertations et on va chercher les ressources du quartier en disant là, il y a un espace dans la ville avec des gens en difficulté qui ont de multiples problématiques. Comment est-ce qu'on peut essayer de construire une réponse avec eux, quoi. Voilà, c'est ce qu'on... Merci. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que vous en avez parlé tous les trois de manière différente, avec le manque à tous les niveaux de réelle participation, concertation, co-construction avec les personnes concernées. Et l'exemple que tu as cité le montre bien, en fait. Tu disais hier une porte il a ouvert la porte vers quelque chose, mais il a fait tout seul, en fait, et sans prendre en compte les premiers concernés. Marie, du coup, toi, si on est dans la recherche de solutions et surtout par rapport à cette tension visible, invisible, création d'espaces de soins, mais en même temps éviter le contrôle social et de pas forcer, que l'objectif ne doit pas être de cacher des gens. Hein. Je le dis parce qu'on a, en France, peut-être vous nous le direz ailleurs, certains politiques qui instrumentalisent parfois des dispositifs en voulant les mettre bien évidemment très loin, dans des endroits fermés, pour que les consommateurs se soignent de force et qu'on ne les voit plus dans l'espace public. Donc toi, qu'est-ce que tu imaginerais comme solution ? Bon, alors, c'est la question horrible. Non, surtout, en fait, il y a ce que je peux penser en tant que citoyenne, etc. Puis, mais ça, je pense que ça intéresse pas grand monde. Mais il y a surtout ce que je peux collecter comme données, voilà, et ce que me montrent les recherches. Donc c'est plutôt là-dessus que je vais m'exprimer, parce que je me sens plus légitime sur de parler de cette place-là. Donc en fait, moi je pense que ce qui est vraiment très important, et en tout cas ce que montrent mes travaux et des travaux d'autres chercheurs aussi, c'est vraiment l'importance de ne pas opposer réduction des risques et soins. Et donc en fait ça paraît tout simple de dire ça, mais en fait dans les faits c'est beaucoup plus compliqué, puisque une partie des oppositions en France à la mise en place de salles de consommation à moindre risque ou d'haltes soins addiction, c'est de dire ça va empêcher les haltes soins addiction vont empêcher les gens de se soigner, les haltes soins addiction vont empêcher les gens d'arrêter, parce que effectivement, alors après il y a un autre problème, c'est se soigner, c'est pas uniquement arrêter. Et donc en fait moi, je pense que, en tout cas, dans ce que j'entends dans les entretiens que je mène avec les personnes qui consomment des substances, c'est qu'elles veulent à la fois de la réduction des risques pour ne pas mourir, mais elles ont envie d'arrêter aussi ou de consommer moins. Et donc, en fait, les deux paroles se font en même temps, c'est-à-dire que les gens veulent des seringues propres pour pouvoir ne pas mourir du VIH comme c'était le cas dans les années 80, ou ne pas attraper une hépatite, donc ils veulent être respectés dans leur santé, avoir accès à de la réduction des risques, ils veulent pouvoir bénéficier de haltes soins addiction, parce que dans ces espaces, nous dans les entretiens, ce qui ressortait beaucoup, c'est que les usagers s'y sentaient respectés, considérés comme des êtres humains, sentaient que c'était des espaces où ils étaient protégés, où ils n'étaient pas exposés au regard des riverains en permanence sur la consommation dans l'espace public. C'était des espaces aussi où il y avait une rencontre possible, non jugeante, qui pouvait donner lieu à une première étape également vers le soin. Donc voilà, arrêter d'opposer, une partie de la solution pour moi, c'est vraiment d'arrêter d'opposer ces deux approches et de considérer que la réduction des risques, c'est aussi du soin. Partir des besoins des personnes qui ont envie de rentrer dans des démarches de rétablissement. Alors, ce terme rétablissement, il est parfois difficile à utiliser dans le champ de l'usage de drogue, parce qu'il renvoie beaucoup à la question de la santé mentale, et donc toutes les personnes qui consomment des substances n'ont pas de troubles de santé mentale associés. Mais rétablissement, moi je sais que je l'emploie beaucoup avec un ami, Jean-Maxence Granier, dans le sens de
aller mieux, tout simplement, tel qu'on l'a défini, tel qu'on l'a choisi, en fonction de ses besoins, en fonction de là où on est dans sa trajectoire. Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure, Mélissa, illustre parfaitement cette question-là. Se rétablir, ça ne veut pas dire obligatoirement arrêter toute consommation, mais avoir le choix, s'écouter, faire des rencontres. Voilà, donc moi, c'est un premier élément, voilà, arrêter vraiment d'opposer ces approches-là, parce qu'en fait, cette opposition, elle est exclusivement idéologique et l'objet d'instrumentalisation politique. Ensuite, créer des espaces de rencontre. Éric l'a dit, je pense que c'est vraiment essentiel pour déstigmatiser. Et tu l'as dit aussi indirectement, Mélissa, dans ton parcours, c'est-à-dire qu'il faut que des espaces de rencontre avec les personnes qui consomment des substances soient organisés avec des riverains, avec des politiques aussi. Voilà, pour sensibiliser aux problématiques que les personnes vivent, mais aussi pour déstigmatiser et pour se rendre compte que la rencontre est possible, et qu'en fait, l'usager de drogue, c'est pas l'autre, le craqueur, le fou, tel qu'effectivement les médias le rencontrent. Et puis, la paire et danse, c'est également quelque chose d'important. Nous, on travaille avec Opélia et Sud sur un projet sur la paire et danse, sur l'évaluation de ce dispositif. Et en fait, il y a beaucoup d'expériences et d'expérimentations qui se font en ce moment, mais c'est vrai que sur la question de la paire et danse, c'est essentiel. Et moi, je le vois dans le projet qu'on suit actuellement dans Opélia, il y a des espaces qui sont organisés pour que les pairs aidants se rencontrent, et c'est essentiel qu'ils puissent avoir des espaces de rencontre, comme tu le disais, sans obligatoirement la présence de professionnels non pairs aidants, parce que les pairs aidants sont aussi des professionnels, mais de pairs aidants qui puissent être entre eux également dans certains espaces, parler des difficultés qu'ils peuvent être amenés à rencontrer, de comment ils ont fait face, de comment ça se passe bien dans une équipe, pour ensuite pouvoir modéliser les contextes favorables, qui favorisent en tout cas la paire aidance qui se passe bien pour les personnes concernées et également pour les professionnels. Donc voilà, une multitude de solutions, mais qui partent toujours des besoins des personnes et qui ne soient pas imposées de l'extérieur. Oui. Merci Marie, merci à tous les trois. Je vois que l'heure tourne. Moi, j'aurais aimé qu'on continue et qu'on reste ensemble encore longtemps, mais il va falloir qu'on passe la main aux autres tables rondes qui vont être tout aussi passionnantes. Nos collègues du GREA l'ont dit ce matin. On a écrit toutes et tous ensemble un manifeste qui reprend les principaux éléments et la substantifique moelle de notre journée, donc sur la thématique. Oui, alors tu sais que je vieillis, donc tu me montres quelque chose que je ne vois pas, Romain, mais ok, merci. C'est pas du tout stressant. Sur le manifeste, donc sur la partie espace public, c'est la partie 4 que vous lirez. L'espace public appartient à toutes et tous et doit être pensé pour que chacune s'y sente bien. C'était vraiment important pour nous d'écrire ça, et nos revendications, penser et aménager l'espace public de manière à favoriser le vivre ensemble et la cohésion sociale. C'est pas que des paroles, c'est vraiment, voilà, on veut qu'il y ait des actions, que tout le monde y pense, que tout le monde y travaille. Développer les prestations d'aller vers dans les milieux urbains avec des équipes interdisciplinaires du travail social, des soins infirmiers, de la psychiatrie, que tout le monde soit concerté, que les personnes concernées soient prises en compte. Développer les prestations d'accueil à bas seuil dédiées à la consommation sécurisée, bien évidemment, ainsi qu'à l'accueil de jour avec l'accès à des prestations sociales, sanitaires, etc. Je pense qu'il est temps de passer aux questions avec la salle. Romain me fait un grand oui que j'ai vu. Donc, à vous la parole. 10 minutes, voilà, 10 minutes. Et bravo à tous les trois et un grand merci. Bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Merci, excellente présentation, franchement très enrichissant. Samia du canton de Genève, je travaille pour la prévention et la promotion de la santé. Une question peut-être plus Marie qui pourra y répondre. Est-ce que sur le plan sociologique, la culture du silence n'est pas également en lien avec
la gestion de l'espace public. Est-ce que finalement, dans les pays où le bruit, comme je pense en Espagne, où il y a des espaces publics, où les personnes âgées vont rester dehors longtemps, et finalement, ça rompt l'isolement, est-ce que ce n'est pas aussi également quelque chose qui est en jeu dans nos cultures ? Merci pour cette question et cette approche très, très intéressante. Alors, je pense que ça peut jouer... alors, si on a une approche culturelle avec effectivement les pays du Sud, l'Espagne, le Portugal, qui ont mis en place donc, des politiques volontaristes de réduction des risques avec le fait de vivre dehors, etc., une plus grande... peut-être acceptabilité de la diversité des populations qui peuvent partager cet espace. Donc, je pense que c'est une piste intéressante. Après, moi, il y a un pays que je trouve assez intéressant en termes de, même très intéressant en termes d'approche de réduction des risques, c'est le Danemark. Et en fait, je pense qu'au Danemark, de ce que je vois, parce que j'y vais assez souvent, eux, ce qu'ils ont mis en place, ils ont vraiment eu une idée d'appréhender l'usage de drogue moins au prisme, pas moins, mais surtout au prisme de l'inclusion sociale. C'est-à-dire de considérer que toutes les personnes qui vivent au Danemark doivent avoir les mêmes droits et doivent avoir la possibilité d'avoir un logement, de pouvoir choisir, de pouvoir consommer dans l'intimité, etc. Et donc, en fait, là, au Danemark, c'est moins la possibilité de vivre ensemble dans l'espace public que la possibilité de donner de l'intimité à tout le monde et les mêmes droits à tout le monde. Donc, votre question sur la culture du silence, je pense qu'elle est extrêmement intéressante et elle correspond bien à ce qu'on peut voir dans certains pays latins. Mais par exemple, ça ne marche pas pour l'Italie. En Italie, j'étais il y a quelques jours à Bologne, je donnais une conférence sur les usagers de crack et en fait, ils ont des politiques. C'est encore pire que la France. Voilà, vraiment des politiques là qui sont vraiment centrées sur le silence. On fait comme si les choses n'existaient pas du point de vue des personnes et en fait, on met en place une politique répressive, on cache cette question-là. Donc, je pense que votre remarque est tout à fait intéressante et mériterait effectivement d'être travaillée dans le cadre de nos travaux d'un point de vue sociologique et philosophique. Mais je pense que si on l'envisage d'un point de vue culturel avec la distinction un peu pays latins et pays du Nord, ça marche pour certains pays, mais pas pour tous. Mais là, en Italie, ça renvoie aussi à la question de la montée de l'extrême droite, et donc qui est aussi très importante à prendre en considération, et qu'on a évoqué là un peu en filigrane, mais qui est vraiment essentielle. C'est-à-dire que la question des drogues, c'est une question politique, et en fait, on le dit pas suffisamment. Et donc, en fait, à travers tout ce qu'on a dit, tous les trois, et tous les quatre avec toi, Marie, il y a vraiment la question politique qui est là en permanence. Qu'est-ce qu'on veut comme type de société? Quels sont les droits qu'on accorde à l'ensemble des personnes? Quelles sont la valeur des vies des personnes qui constituent notre société? Et donc, en fait, je pense qu'en Italie, ce qui se joue, c'est vraiment la montée de l'extrême droite. Et donc, voilà. Ah oui, il faut que je regarde Romain. Oui, bonjour. Marie Nougier du Consortium international sur les politiques des drogues. Merci beaucoup pour ces échanges. Donc, il y a plusieurs d'entre vous qui ont mentionné l'impact de la répression sur les personnes consommatrices. Et donc, ça m'a étonné que la décriminalisation ou même la réglementation des marchés ne soit pas revenue en fait, dans les échanges plus que ça. Même dans les contextes de décriminalisation, des fois, la consommation dans l'espace public continue d'être criminalisée aussi. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. Mais voilà, je voulais savoir un peu quelle est votre position là-dessus. Et oui, au-delà de la décriminalisation, est-ce qu'il ne serait pas temps de vraiment penser à la légalisation des marchés? Et est-ce que c'est quelque chose qui est revenu aussi dans vos échanges, dans vos organisations, dans vos programmes de recherche? Merci. On a moins de 5 minutes. Juste, je vous le dis parce que je sens les foudres. Moi, ta question, elle fait lien avec l'enjeu politique. Donc, je pense que
c'est super important de reprendre le contrôle sur les trafics, donc de réguler, de réglementer, parce que ça permet aussi de pacifier les rapports violents qui ont lieu aujourd'hui autour d'un marché c'est du capitalisme sauvage, il n'y a pas de règles, c'est hyper violent, donc il faut retrouver, ou il faut essayer de construire un cadre qui soit du côté de la régulation. Après, quand même, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toute une criminalisation de la vie en rue, de la pauvreté, de la mendicité. Il y a des arrêtés dans les villes qui interdisent le travail du sexe, la mendicité, la consommation d'alcool dans l'espace public. Donc on voit bien qu'il y a plutôt une tendance à recriminaliser par des stratégies parapénales, donc où c'est des amendes en fait, et c'est plus des tribunaux. Donc c'est une évolution, je dirais, dangereuse de la société qu'il faut continuer à dénoncer, mais il faut aussi ouvrir des espaces où on peut mettre en discussion des alternatives. Essayer d'avoir des gains, même modestes, avec des acteurs politiques pour que petit à petit le mindset change. Alors oui, c'est vrai que la pénalisation, moi je suis pour la dépénalisation des usagers de drogue, parce qu'elle ne sert à rien. En fait, ça ne sert à rien d'être incarcéré parce que tu as commis un délit à des fins de subvenir à ton besoin de consommation. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le lieu où on doit se retrouver, et ça ne sert à rien de s'y retrouver. Des fois, tu te crées même un réseau à l'intérieur que tu retrouves en extérieur. Des fois, c'est un entretien oui, au réseau. Des fois, il y a des réseaux qui naissent là-bas en maison d'arrêt. Donc, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il vaudrait mieux orienter vers un soin ou une prise. Moi, ça m'a fait du bien parce que aller en prison, ça c'est personnel à moi. Ça m'a fait du bien parce que ça m'a stoppé. En fait, ça m'a arrêté. Voilà, je me suis retrouvée entre quatre murs face à moi-même. Ça m'a permis de reprendre mon sport en prison et de ressortir un peu plus. Mais quand je suis sortie, on m'a mis dehors. Hein. Moi, j'avais peur de sortir, en fait. Ma sortie, moi, c'était une angoisse. Parce que derrière, il n'y avait rien. Donc, automatiquement, tu retournes vers ce que tu connais, c'est-à-dire le travail du sexe, le business de drogue. Voilà, tu retournes là où tu es reconnu et là où tu vas pouvoir faire ton argent. Juste très rapidement, Romain. En fait, alors, Marie, je suis d'accord avec toi, légalisation, décriminalisation, c'est extrêmement important et la prohibition ne fonctionne pas. Ça, toutes les études le montrent. Mais par contre, moi, je trouve que souvent, les débats ne sont centrés que sur les questions de dépénalisation et légalisation en pensant que ça va être la solution à tout. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans la table ronde, c'est qu'on puisse aller au-delà, justement, parce qu'on parle souvent entre nous de dépénalisation, de légalisation, donc c'est important, mais sur la question qui nous était posée aujourd'hui, qui est consommation dans l'espace public, il y a la question du logement, il y a la question de la politique de la ville, et donc il y a la question de l'engagement de l'État, de la responsabilité de l'État, qui va au-delà des simples questions de drogue. Et ce qu'on a montré, je pense, c'est que derrière toutes ces craintes, derrière toutes ces peurs, il y a aussi des peurs qui vont au-delà de la question des drogues. Oui, et pour compléter ce que mes trois collègues ont dit, c'est vrai qu'on a voulu se décentrer un peu et sortir des plaidoyers, par exemple, qu'on mène habituellement et nos plaidoyers de toutes les fédérations. Hein. Je peux parler pour tout le monde pour dire que, bien évidemment, on est chacune mobilisée pour la dépénalisation ou la décriminalisation, la légalisation. Enfin, voilà, c'est des questions qui nous occupent et qui nous préoccupent et dans lesquelles on met beaucoup d'énergie avec vous aussi à l'IDPC, et je vous remercie. Mais voilà, on a essayé de pousser un peu le curseur ce matin. Donc, sous le contrôle attentif de Romain, il me revient de vous annoncer la pause de 15 minutes et pas 16. Et ensuite, de vous donner rendez-vous à 10h
17h45 pour la table ronde sur la consommation au travail et dans le sport. À tout à l'heure.